Notre président s'excuse de son absence, il aurait aimé être là. Il nous a accordé sa confiance aujourd'hui pour faire cette présentation. Bien sûr, il me demande de vous dire à quel point il est honoré de participer à cette coordination aujourd'hui avec toutes ces associations. Et j'ai écouté tout à l'heure avec attention ce qui était dit dans la charte, et bien sûr, on y adhère totalement à HME. Alors permettez-moi de prendre une minute pour vous expliquer la raison de notre existence, donc cette association HME, et de faire peut-être un peu aussi l'historique de notre lutte, parce que peut-être ici vous n'êtes pas tous au courant de cette question de l'esclavage des Haratines en Mauritanie. Alors la Mauritanie, c'est un pays où l'esclavage demeure malheureusement encore aujourd'hui, et cette situation, elle est héritière de la traite transatlantique. C'est une manifestation donc aujourd'hui concrète du racisme et de l'esclavage qui a lieu et qui a cours aujourd'hui, malheureusement, dans le monde arabe. Alors dans notre pays, cette histoire, elle a fait émerger 3 communautés. La communauté des Arabo-Berbères, qui perpétuent l'esclavage et qui détiennent aujourd'hui le pouvoir politique, mais aussi qui sont manés dans tous les autres domaines. On va avoir la communauté négro-mauritanienne, dont vous avez vu aujourd'hui la pluralité, avec les Poulards, les Bambara, les Soniké et les Molofs. Et ces gens-là, ils vont réaffirmer justement la pluralité des cultures dans l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui une fierté d'être mauritanien, c'est parce que ce pays-là, si il résout ses problèmes, notamment le fléau de l'esclavage, il serait un pays multiculturel, il pourrait être un pays multiculturel, exemplaire pour le reste de l'Afrique. Et bien sûr, donc les Haratines, communauté à laquelle j'appartiens, et qui rassemblent les descendants d'esclaves et les affranchis de l'esclavage arabo-berbère que je vous décrivais. Alors, HME s'inscrit dans une lignée de la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Cette lutte, elle a commencé, une lutte organisée. Il y a eu certes des gens qui ont milité, mais premier noyau de lutte organisée, c'est celui de El Hor, l'organisation de libération et d'émancipation des Haratines. Et El Hor a été créé en 1974 par Mohamed Yahya Al-Sir. Alors El Hor, son objectif, ça a été de créer des groupes de réflexion autour de des problématiques des Haratines, quelles qu'elles soient, et surtout de fédérer les forces vives en Mauritanie pour mener cette lutte. Alors l'engagement de Mohamed Yahya Al-Sir, il a malheureusement été arrêté parce qu'en Mauritanie, ça lui a valu des intimidations, voire même des menaces, et c'est ce qui l'a conduit aujourd'hui, et moi-même qui suis sa fille, en France, parce que en tant que réfugié aujourd'hui en France. Mais cette histoire, elle ne s'arrête pas ici, bien heureusement, et c'est pour ça que je suis là, représentant de HME, parce qu'en 2001, Mohamed Yahya et Djiko Ounoun ont créé l'association des Haratines de Mauritanie en Europe, avec toujours cet objectif de fédérer les forces vives contre l'esclavage en Mauritanie, mais aussi donc cette ligne directrice, je disais, et avec cette fois-ci le but d'avoir une stratégie qui est pérenne, parce que avoir des groupes de réflexion c'est très bien, mais on l'a vu aujourd'hui, ça nécessite d'autres moyens aussi qui doivent s'inscrire sur une durée beaucoup plus importante. Et l'une des premières choses qui a été faite, donc, c'était le site internet haratine.com, qui est l'un des premiers sites à être spécialisé dans la question de l'esclavage en Mauritanie. Un journal qui s'appelle le Crédit Hartani. Les objectifs donc ont toujours été de mettre en avant les idées, les militants, les initiatives qui vont dans le sens de cette lutte-là, et c'est aujourd'hui ce qui nous rassemble, donc c'est fabuleux. Alors, toute cette lutte, pour le bilan qu'on fait, et c'est aujourd'hui, je pense, ce que j'ai retenu des interventions précédentes, c'est que la lutte sur le terrain, elle ne peut qu'être accompagnée, et d'ailleurs elle repose même sur un socle de principes et de lignes directrices qui ont été très bien dites dans cette charte qui a été lue au début. Et nous y avons aussi apporté notre apport par une thèse qui a décortiqué, qui a disséqué le phénomène d'esclavage en Mauritanie, qui s'appelle l'abolition de l'esclavage en Mauritanie et les difficultés de son application, et aussi un livre que j'ai ici, qui s'appelle La Mauritanie entre l'esclavage et le racisme, qui a été écrit par notre président.
C'est un livre qui est disponible d'ailleurs en arabe et en français. Je suis désolée de ne pas pouvoir m'exprimer dans d'autres langues. Malheureusement, j'aurais aimé que mon discours soit audible dans d'autres langues également. Alors, le but, notre but, et c'est ce qui nous rassemble tous ici, c'est de consolider cette réflexion et d'apporter même de nouveaux jalons pour notre lutte, avec des combats dans tous les domaines, que ce soit celui qui permette à des gens de s'engager politiquement. C'est ce qu'on fait ici et je vous en remercie, de mener des combats aussi pour que les Haratines et les autres communautés puissent accéder à la propriété foncière, à l'école, puissent avoir des droits au niveau social et même, et c'est un point de vue aussi, c'est un point qui est important pour les Haratines, avoir une reconnaissance constitutionnelle. Alors, cette pression aujourd'hui, ça a été évoqué brièvement, elle a conduit au fait que Ghazouani, notre président actuel en Mauritanie, a dit que c'était peut-être une erreur d'avoir nié le phénomène de l'esclavage. Ça avance lentement. Et donc nous sommes très heureux de prendre part à cette journée. Et nous espérons, et je suis sûre que c'est ce qui va arriver, ça va permettre de faire émerger en Mauritanie, une Mauritanie qui soit respectueuse des citoyens et des citoyennes. Et cette charte, elle est claire et nous y adhérons totalement. Je vous remercie de nous avoir invités. Merci. Des articles qui s'appellent Gambana. Gambana, pour en souliquer, ça veut dire soyons tous pareils. Maintenant, si on veut, de façon plus analytique, on peut dire c'est l'égalité pour tous, en dignité, en droit et devoir. Pour revenir à RMPS, c'était des hommes, des femmes, dans les foyers des immigrés, qui, à partir de l'été 2008, ont commencé, pas forcément universitaires, pas forcément instruits, mais des gens avertis, conscients d'un certain nombre d'enjeux qui engagent l'avenir de la communauté soninké. Donc, on a commencé à faire des réunions dans les foyers du 18e, dans les foyers du 19e, dans les foyers du 20e. Jusqu'à 12 ans après, nous avons déclaré l'Association des ressortissants mauritaniens pour l'éradication des pratiques de l'esclavage SSK. Le premier président, c'était Dr Konemara. Et après Dr Konemara, il y a eu d'autres présidents, M. Ibrahim Diabakhate, et je suis le troisième président. Ce que nous avons remarqué dès le début, depuis 2008, c'est que cet esclavage entre nous, que l'on a subtilement tissé avec la coutume, parce que, en réalité, c'est l'esclavage au sein de la communauté soninké, ça a une facette élégante, et subtile et pernicieuse. Parce que généralement, pour l'élément extérieur de la communauté soninké, tu vas essayer tout de suite de faire l'approche sous l'angle de la coutume. On va dire que c'est la coutume. Parce que la coutume veut que la société elle est hiérarchisée, elle a une charpente discriminatoire par essence. Et donc, pour l'élément extérieur de la communauté, il va dire, écoute, c'est la coutume. C'est la coutume qui fait que telle lignée s'occupe de la religion, telle lignée s'occupe des travaux manuels, telle lignée s'occupe du travail du fer. Et sauf que nous nous sommes dit que cet esclavage-là, c'est le parent pauvre de la Ligue des droits humains en Mauritanie. Parce que quand on parle d'esclavage en Mauritanie, tout de suite, qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est des Noirs et qui ont été réduits par des Arabo-berbères et qui sont vendus, qui sont échangés, qui sont donnés en dot. Donc, alors, nous nous sommes dit que cet esclavage dans la communauté soninké, c'est le parent pauvre et qu'il faut être courageux, sans pour autant mettre en cause de façon révolutionnaire toute la structure et ses composantes de la communauté soninké de façon radicale. Et nous nous sommes dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et parce que la paix sociale en dépend. Cette fraternité de façade que nous clamons, cette fraternité de façade qui à chaque assemblée nous parlons, en réalité c'est une fraternité qui ne tient pas. Ça ne tient pas d'abord
à une analyse cohérente. Ça ne tient pas à une analyse cohérente. Ça ne tient même pas à une analyse rigoureuse sur le plan religieux. Et ça ne tient pas, honnêtement, à une analyse humaniste. Et pourquoi? Parce que dans la communauté soninké, on a vu, il y a des gens qui sont esclaves de père en fils. Ton père, il était esclave, ou sinon il est venu dans le village esclave en 1905, jusqu'en 2022, toute sa lignée est esclave. Et cet esclavage dans la communauté soninké, pour faire un clin d'œil au Rastafariens, c'est comme dit Ismaël, il dit j'ai pas de chaînes à mes pieds, je ne suis pas libre. En réalité, pour qu'on vous fasse sentir que vous êtes esclave, c'est face à un certain nombre d'enjeux. Quand il s'agit du foncier, quand il s'agit des élections, et quand il s'agit juste de prendre la libre initiative. Et prenons l'exemple, par exemple, au niveau du foncier. Quand, avec l'avènement du mouvement Gambanaro, qui veut la fin de l'esclavage dans la communauté soninké et la fin de toutes les tares discriminantes dans la communauté, on a organisé la journée du 6 mars. La journée du 6 mars, je le répète, dans le cadre de la loi 031-2015, c'est une journée en Mauritanie où nous faisons des conférences, des congrès, des tables rondes par rapport à la lutte contre l'esclavage. Mais après cette journée du 6 mars 2017, toute la féodalité de la région de Guilimara ont décidé que toutes les familles descendantes d'esclaves qui ont adhéré au mouvement Kambanaro, qui veut dire soyons tous pareils, qu'à l'approche de l'hivernage, de leur retirer leur terre. Et c'est ce qui a envenimé la situation de Guilimara, pour ceux qui suivent l'actualité. Tout part de là. Que les gens disent oui, vous tenez des discours violents, que vous êtes incendiaires. Non, la réalité n'est pas là. La chronologie, nous la maîtrisons. Nous savons qui a allumé l'étincelle. Nous avons des vocaux, nous avons des témoignages, mais là n'est pas le lieu pour exposer tout ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le mérite d'Aren Perse, ou c'est de l'engagement des hommes et des femmes dans la communauté soninké de 2008 à 2022, a le mérite quand même de mettre au centre cet esclavage qui était le parent pauvre de la lutte des droits de l'homme en Mauritanie. Parce qu'on croyait que c'est une communauté paisible, calme, fraternelle, sans histoire. Mais non, parce que et dans cette lutte-là, depuis l'avènement de ce mouvement, il y a eu des crimes d'honneur en Mali. Ce qui s'est passé à Djandjoumé, parce que 4 pères de famille, parce que l'extraction serbide, ont gagné un procès contre leur maître, parce qu'ils ont gagné un procès par rapport aux fonciers, dans la nuit du 1er au 2 septembre 2020, on les a massacrés. Pourquoi? Juste parce que c'est un esclave qui a gagné un procès contre ses maîtres. Donc, c'est un crime d'honneur. Et il y a eu de bastonnades, il y a des témoins dans la salle. Je connais des gens ici dans la salle. Et si on vous montre leurs photos, pendant qu'ils étaient blessés, vous allez dire que ce n'est pas la même personne. Non, je ne veux pas réveiller des souvenirs parce que c'est très sensible. Je vous remercie. Vous voyez? Donc, c'est juste pour vous dire que l'esclavage dans la communauté soninké, c'est une réalité. Nous n'en faisons pas un fonds de commerce comme disent nos détracteurs. Et la paix sociale en dépend. Dans la région de Darfour, dans le village de mon doyen Sili Nagassa, on a frôlé la catastrophe le 31 juillet 2021. On a frôlé la catastrophe. Et pourquoi? Parce que toujours lié au problème du foncier. Parce que le foncier, dans la féodalité, chez la féodalité soninké, est devenu un élément de chantage, est devenu un instrument de domination. Donc nous avons dit, il y a le foncier, il y a aussi le côté religieux, la gestion des mosquées. Donc dans un village qu'on appelle Kinikomo, on a failli basculer à la guerre civile à cause de la gestion de la mosquée. Pourquoi? Parce que la communauté d'extraction servile ne demandait ni plus ni moins que d'être second dans la gérance de cette mosquée-là. Et il a fallu que la garde républicaine passe la nuit dans ce village-là. Juste pourquoi? Parce que c'est fond d'esclavage. Mais non, nos détracteurs peuvent vous renseigner, ou sinon vous enfermer sur un autre discours. Mais le fond, il est là, c'est un fond purement esclavagiste. Et j'ai dit au cadre de Guilimara, à qui j'ai eu l'honneur de discuter, que dans la région sud, peuplée majoritairement de soninké, mais aussi il y a des peuples de Haradé, et que ce qui risque de faire basculer cette région, c'est deux choses: la gestion du foncier et la gestion de mosquées.
Et... Pardon? J'ai dépassé? Non, excusez-moi, je suis entraîneur, j'aurais dû vous prévenir. Donc je vais juste clôturer. Donc c'est pour vous dire que je salue l'engagement de ces hommes et de ces femmes de 2008 à 2022 qui ont eu le courage de mettre devant la scène ces parents pauvres, ces parents oubliés de la Ligue contre l'esclavage et ses séquelles. Je vous remercie et je m'excuse de... Vous m'excusez, c'est le temps qui me presse parce que je devrais aller assister à une autre conférence de M5 RFP à Ivry, donc je suis obligé de demander, sinon je... Bon, je me présente, je m'appelle Traoré Doro, je suis africain de la Mauritanie parce que je suis panafricain. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'est-ce que ça veut dire panafricain. Voilà, panafricanisme, c'est né on peut dire en Occident. Les Africains qu'on les a déportés. Jamaïque, l'Amérique, tout ça, c'est eux qui ont créé ce panafricanisme, c'est-à-dire, et c'est cela qui est aujourd'hui en Afrique. Mais les Français qui voulaient comprendre, c'est-à-dire c'est des résistants, si vous comprenez très bien. Voilà, c'est des résistants qui résistent aujourd'hui un peu partout, on dit des panafricains, pour la libération du continent africain. Depuis les déportations, colonisation, néocolonisation, actuellement il y a des pillages. Et puis ce pillage, en créant des guerres qui poussent les Africains à venir un peu partout dans les pirogues, un peu partout. Et en Europe, c'est pas les Français l'entendent, hein. Les panafricains n'ont contre aucun Français l'entend. Mais les politiques occidentales ne vous disent pas la vérité. Ils vous poussent d'être extrémistes, d'être racistes, parce qu'il y a trop d'immigrés. Mais pourquoi il y a trop d'immigrés? Ils ne vous parleront jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a les pillages des ressources, parce qu'il y a tout cela. Donc voilà, c'est cela que vous voyez maintenant, les derniers moments que vous voyez les terroristes. C'est inventé par les mêmes dirigeants qui pillent l'Afrique et vous les Français, vous n'en bénéficiez pas. Ils ont des comptes en banque extérieurs, ils vous mettent. Bon, pour résumer, quand Afrique, ça veut dire en avant l'Afrique, c'est créé précisément, bon, je peux dire par moi, pour donner la nourriture à ces jeunes-là qui ont bradé la mer, le désert, ils arrivent et puis ils sont exposés à eux-mêmes, ils n'ont même pas à manger sur le trottoir européen, on leur donne la nourriture, tout. Et puis ça encore, on l'a organisé pour encore appeler tous les organisations du continent africain qui se battent pour le droit des Africains pour créer Warba d'Afrique. Et cette Warba d'Afrique, qui est aujourd'hui, on peut dire, son président Saïd Larifour, et qui devrait être là, c'est un avocat international comme dit Diko, il est en déplacement. Voilà, et bref, pour vraiment vous faire comprendre que la lutte panafricanisme et la lutte contre cet esclavage, cet phénomène, c'est les mêmes choses. C'est pour cela que les panafricains sont engagés aux côtés des gens qui se battent, parce que c'est le même esclavage. C'est les Occidentaux qui esclavagisent du continent entier, les partis politiques, je disais bien, pas les Occidentaux lambda. Mais, et puis, coutumiers aussi entre Africains, et puis il y a ce même phénomène. Donc le combat, il n'y a pas de distinction, donc c'est un combat qu'on devrait mener ensemble, et je crois qu'on va le gagner ensemble. Et parce que le moment que cette CCS est créé, et il est en train de pousser tous les militants d'être dans la politique, au cœur des politiques des pays où on utilise cet esclavage, parce qu'on ne peut pas rester en dehors, les autres qui vont essayer de nous libérer. Non, c'est nous-mêmes d'être là pour changer. C'est pour cela qu'on a... Oui, c'est coupé. Bon, c'est pour... Ça marche. Bon, c'est pour cela que Maître Jim, on est en train de le pousser pour qu'il soit député à l'Assemblée nationale du Mali. J'espère que ça sera en Mauritanie, ça sera au Sénégal, etc. Bref, pour ne pas monopoliser, je vais profiter de vous annoncer cette Waraba d'Afrique qui a fait un voyage au Mali l'année dernière. J'étais parmi la délégation parce que je suis vice-président aussi de Waraba d'Afrique.
Et on a rencontré l'actuel président du Mali, Assimi Goïta. Donc on a une promesse d'avoir une maison panafricaine au Mali et qui devrait être construite dans les années à venir. Donc je demande CCES d'accompagner Warba d'Afrique pour au moins cette maison-là. Ils auront eux aussi leur part dans cette maison-là pour essayer de faire parler de cet esclavagisme dans le continent africain. Voilà, merci. Président de l'UPNESCO. Comme vous voyez, l'esclavage en Mauritanie, c'est tellement compliqué, le combat est tellement dur. On s'est dit, on va essayer de lutter en s'appelant initiative pour lutter contre l'esclavage et les séquelles en Mauritanie. Moi, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est pour l'esclavage, parce que bon, il y a le président Gaï qui a tout expliqué, Madali, ils ont tout expliqué. Moi, je vais juste parler sur ce, comment on appelle ça, pour la journée, parce que nous, on a un cas qui existe en ce moment à Sélibavi. On a un membre qui est actuellement malmené et qui est traîné dans les tribunaux à Sélibavi. Donc peut-être le mouvement, il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant, il est parti en vacances, et juste un citoyen lambda, juste membre des pièces, parce que IPDESM, aujourd'hui, dans le village de Gorilaté, on a commencé à faire des mouvements, on a commencé à créer des structures, et par exemple, pendant les fêtes des Ramadan, on tue un bœuf à distribuer aux pauvres, et on a commencé à faire des forages. Quand ils ont dit qu'on commence à faire ce genre de trucs, ils nous persécutent, en disant que pour nous mettre en retard. On a un membre qui est actuellement à Sélibavi et qui est handicapé de base et qui est malmené par les feuilles d'eau. On a porté plainte contre lui, soit disant que ce membre-là est le plus difficile. En se mettant à la place des membres des pièces, soit disant que c'est lui qui fait tout pour, comment on appelle ça, pour essayer de... Excusez-moi pour le nom. C'est lui qui fait l'apologie de l'esclavage, et c'est lui qui insulte les gens qui luttent contre l'esclavage. Il est actuellement mis, comment on appelle ça, mis en examen. Il passe tous les 2 jours à Sélibavi pour signer sa présence. Et déjà, entre Sélibavi et Gorilaté, ça fait pratiquement 50 km. Vous imaginez le trajet tous les 2 jours, il faut payer. Et on était obligé de prendre un avocat. Et en Mauritanie aujourd'hui, pour payer un avocat, ça coûte entre 4 et 5 000 euros. Et vous imaginez, pour cet argent, on aurait pu faire d'autres projets. Mais tout ça, c'est pour éviter nous, c'est-à-dire que nous pousser à aller, pour nous pousser, c'est-à-dire à éviter de faire des projets, à nous déstabiliser, pour qu'on évite, comme ça on ait peur d'avancer dans le projet. Donc juste là, je vais faire le témoignage, quoi. Voilà, merci beaucoup. Et toutes les organisations qui ont conjugué leur effort pour la réussite de cette journée. Ce que je peux appeler, je m'adresse solennellement à ces associations de conjuguer leurs efforts et s'adresser aux dirigeants de nos pays respectifs, Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie, pour qu'ils changent, pour qu'ils prennent des décisions draconiennes contre les féodaux qui font des ravages dans nos pays. De prendre des lois pour préserver les laissés pour compte. Il y a des souffrances, nos populations souffrent de l'esclavage. Nous sommes au XXIe siècle et jusqu'à présent, les gens sont interdits de cultiver leurs champs, de vivre aisément
de se soigner. Moi, je suis originaire de mon village d'Afor, où les gens ont été ligotés pour avoir refusé l'esclavage par ascendance. Ils ont été ligotés. Les images existent. Tout le monde les a vues dans les réseaux sociaux. Le dernier acte date du 4 mai courant, où les populations, les féodaux de mon village ont pris hachette, manchette, coupe-coupe pour contrer nos jeunes à jouer un match de football. On a évité de justesse un massacre. Donc les associations, je m'adresse solennellement à vous, de vous adresser à nos chefs d'État respectifs pour qu'ils prennent des décisions draconiennes, des lois pour criminaliser l'esclavage. Pour les pays qui ont déjà élaboré ces lois, mais l'application stricte fait défaut. Donc, je vous remercie tous pour cet appel, pour cette journée, et je vous recommande de vous adresser à nos pays respectifs, Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie, pour que tous ces pays prennent des dispositions pour qu'ils criminalisent l'esclavage qui fait défaut, qui fait des massacres. Des gens ont perdu leur vie, les gens sont réfugiés dans leur propre pays. C'est le cas du Mali. Des milliers de personnes qui sont réfugiées, qui sont chassées de leur village, des gens qui sont interdits de cultiver. Donc ça fait des ravages dans la sous-région ouest africaine. Je vous remercie, je vous dis bon courage. Donc ici au niveau de la France, ils font beaucoup de manifestations, des sit-ins et autres auxquels nous participons souvent. Donc compte tenu du fait que c'est une assemblée élective, j'ai été là-bas pour solliciter des places pour RMFP, parce que ça fait longtemps que nous sommes avec eux. Maintenant, s'ils veulent changer les dirigeants, bon, nous sommes preneurs pour être avec eux. Parce qu'en fait, la réalité est que RMFP, Gamala Mali, nous luttons exclusivement contre l'esclavage par ascendance. Or que leur lutte à eux, ils luttent contre tous les problèmes qui sont au Mali. Notamment les problèmes de bonne gouvernance et autres. Voilà, donc nous nous excusons pour ce retard, parce que j'avais été là-bas pour prononcer un discours et puis venir chez vous ici. Bon, je sais que le temps est limité. Bon, donc en fait, compte tenu du thème qui afférent à cette conférence, donc nous avons compris qu'il s'agit du déplacement du problème de l'Afrique vers l'Europe, et notamment la France. Voilà, donc nous allons parler de l'importation de l'esclavage par ascendance en France. Donc les problèmes que nous avons rencontrés sont plusieurs et nous n'avons pas assez de temps pour les énumérer ici, et compte tenu du fait qu'ils sont nombreux et complexes. Voilà, la seule chose qu'il y a et qu'il faut comprendre, c'est que les esclavagistes, partout où ils vont dans le monde entier, ils importent l'esclavage. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout où ils sont, ils essaient de faire tout pour importer ce problème-là. Donc au niveau des foyers en France, donc, où ils vivent en communauté, et dans le temps avant, dans les années 90-95, donc les descendants dits d'esclaves, c'est eux qui faisaient des travaux domestiques pour les descendants nobles, c'est-à-dire la cuisine, les lessives, comment on appelle, le ménage et autres. Bon, il a fallu vraiment que quelqu'un s'est dressé, un grand cousin à moi,
qui s'est dressé contre ce phénomène-là en ce qui concerne notre village et qui a interdit que nos jeunes, pas nos jeunes, que les descendants d'esclaves arrêtent ces travaux domestiques au profit des nobles. Donc nous avons rencontré aussi des problèmes de jeunesse, c'est-à-dire que des communautés, les jeunes qui ont envie de se marier, d'être ensemble, ils ont toujours eu des bâtons dans les roues pour les empêcher de s'unir. Et beaucoup de couples ont été cassés comme ça. Donc il a fallu, à l'heure actuelle, on a quelques couples qui ont tenu, et ils ont tenu par leur propre détermination pour leur tenir tête. Parce qu'ils disent qu'un descendant d'esclaves n'a pas droit de se marier avec un descendant ou une descendante noble. Donc c'est pour vous dire que l'esclavage par ascendance. Donc c'est quoi l'esclavage par ascendance? Parce que tout le monde en parle, on va dire un mot là-dessus. C'est-à-dire que toute femme esclave, tout enfant que cette femme va mettre au monde et va être considéré comme esclave depuis sa naissance. Donc un polygame descendant d'esclaves, vous avez plusieurs femmes et vos femmes sont des descendantes d'esclaves. Chaque femme a son maître et vous, vos propres enfants, vont avoir plusieurs maîtres au sein de votre propre maison. Donc en fait, vous êtes là comme une figurine et les décisions, les vraies décisions appartiennent au maître. Donc à partir de ce moment, tout ce qui se passe dans votre maison, ils ont un mot à dire, étant donné que eux, ils sont chez eux. Bon, vous êtes chez vous et vous vous souvenez à tous vos besoins et aux besoins de votre famille, mais malgré tout, ils ont le commandement sur vous. Donc l'esclavage par ascendance, c'est ancré dans des esprits, et le côté qui est très difficile à enlever dans les mentalités, c'est le côté spirituel. Parce que l'esclavage par ascendance, ils l'ont calqué avec une partie de la religion musulmane au moment où il y avait des esclaves issus des guerres saintes. Donc, à partir de ce moment, ils ont fait des textes et des textes pour expliquer à tout le monde que l'esclavage par ascendance qui sévit en Afrique de l'Ouest est exactement la même chose que l'esclavage qui a existé dans le temps à la suite des guerres saintes. Donc, à mon avis, les guerres saintes qui ont eu en Afrique, par exemple quelques-unes, comme Samori et autres, qui ont voulu islamiser certaines personnes, mais cela n'est pas comme ils expliquent, ou en disant que tous les descendants d'esclaves qui sont là-bas doivent suivre ces textes coraniques et pour éviter et pour ancrer encore plus, parce qu'on a des vieilles personnes, quand on leur demande aujourd'hui que l'esclavage par ascendance dont nous sommes victimes n'est pas légal, n'est pas normal, n'est pas conforme à la religion musulmane, n'est pas conforme à la religion chrétienne, ils ne peuvent pas vous croire, parce qu'ils disent que eux, en tout cas, ils ont appris comme quoi quand tu adores ton maître aura aux côtés de Dieu 2 maisons, et une maison pour l'esclave docile que son maître va lui attribuer, et une autre maison pour l'esclave, le maître lui-même. Donc nous avons beaucoup d'histoires et d'anecdotes qu'on peut vous expliquer, mais le temps ne nous permet pas. Peut-être on va faire d'autres conférences où on va parler de ces anecdotes-là pour que les gens ils comprennent tellement que les mentalités ont été ancrées à fond et que maintenant notre rôle, notre combat, consiste à sortir de là. Et RMFP, au niveau du Mali, nous avons initié depuis 2017 des combats où nous avons eu beaucoup de victimes. Des victimes, actuellement nous sommes à 2800 et quelques déplacés forcés de leur maison, des victimes qui sont partout éparpillées à travers le Mali, et que ces victimes ne sont autres que des victimes de l'esclavage par ascendance. Donc nous avons eu aussi, dans la nuit du 1er au 2 septembre 2020, 4 pères de famille qui ont été ligotés et battus à mort, assassinés ensemble, et ligotés et traînés par terre, allés jeter dans la mare. Donc ce que nous avons dénoncé et qu'on dénonce toujours, c'est l'inertie de l'État. L'État actuellement commence à se réveiller par rapport
à la pression de la communauté internationale par rapport aux plusieurs conférences que RMP, les meetings, les sittings, avec la collaboration de Gamana Fédé, où on les a fait ici au niveau de la France, au niveau du Mali, partout. Et donc cette pression a commencé à payer. Et maintenant, nous avons les autorités qui commencent à s'intéresser à ce problème. Au début, on était inaudible parce qu'ils disaient les CLA, c'est entre eux, Soninké, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la communauté internationale s'est intéressée au problème et les lignes commencent à bouger au niveau du Mali. Donc ce qui est quand même regrettable, c'est que les juridictions ne pratiquent pas les verdicts de la même façon. Donc il y a trop de tolérance, trop de carence et trop d'inertie par rapport à cela. Malgré les appels répétés du ministre de la Justice malien. Donc pour ne pas monopoliser la parole, je vous dis simplement que nous sommes en mouvement. Nous allons continuer à nous battre bec et ongle pour essayer d'éradiquer totalement et entièrement l'esclavage par ascendance, non seulement au niveau du Mali, mais au niveau du G5 Sahel. Merci.